La rédaction vous présente ici son dossier audio « Famille et spiritualité », accompagné de l'édito du rédacteur en chef, Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Face à un tissu social assez déchiré, et même si les fêtes de fin d'année ne se déroulent pas comme nous aurions pu l'espérer, la famille peut-elle être une lumière dans les ténèbres ? Elles vivent déjà de nombreux bouleversements de leur structure même depuis quelques années et sont plus que jamais envahies par les interrogations. La peur, l'asphyxie et l'isolement imposés par cette année covidienne auront mis à mal les familles. Des enfants aux grands-parents, en passant par les mères qui donnent la vie, parfois même jusqu'aux couples ou aux parents, chaque génération se voit porteuse de nouveaux traumatismes qu'il va nous falloir apprendre à guérir. En contre-pied des craintes liées à la crise sanitaire, il nous semblait alors important, avec la rédaction d'Inexploré, de donner du sens à notre premier foyer, celui qui est à l'origine de notre déploiement et de notre accomplissement dans le monde. Comment comprendre la notion même de famille, surtout en ces temps de transformation ? Si la transmission représente une des clés qui façonnent nos métamorphoses, quel regard peut-on porter sur nos héritages ? Ce nouveau dossier nous invite à éclairer les questions existentielles qui entourent la naissance, à prioriser les axes éducatifs et à intégrer pleinement les enfants atypiques, zèbres, indigos, médiums, dans le monde de demain. Ces enquêtes aux traits universels, mais inédites, nous aident aussi à trouver les repères, les outils et les rituels pour grandir ensemble, accompagner notre petite ou grande tribu en intégrant toutes les réflexions transgénérationnelles qui participent à notre libération personnelle, mais aussi celles qui font de notre famille le cœur de notre évolution collective, nous rappelant pourquoi nous avons atterri là. Si Noël est symboliquement le temps de la renaissance et du retour de la vie, tout comme les cornes du cerf ont la particularité de pouvoir repousser une fois qu'elles sont tombées, nous espérons que ce temps sacré par excellence jouera encore davantage cette année un rôle d'espoir et de force retrouvée, notamment pour la grande et extraordinaire famille d'Inexploré dont vous faites partie en tant que lectrice, lecteur ou abonné. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. Famille et spiritualité. Véritable paradoxe, à la fois source de repères et de racines, terreau de notre construction et de nos évolutions, la famille est aussi à l'origine de nombreuses souffrances et incompréhensions. De nos jours, elle prend une direction nouvelle et se restructure. Les enfants sont également différents dans ce millénaire. Voici un petit tour d'horizon des nombreuses branches de cet arbre incontournable et la façon dont ses fruits peuvent nous apporter le meilleur pour notre épanouissement. Une rencontre d'âmes. Le modèle de la famille ne cesse de se modifier dans une société en perpétuelle évolution. À quoi ressemble le rapport parent-enfant aujourd'hui ? La famille est-elle encore un lieu d'évolution, en lien avec une spiritualité et une transmission ? Que signifie accueillir une âme aujourd'hui ? Autant de questions que de pistes de réflexion, par Mélanie Chéreau. En 2019, pour la première fois en 100 ans, le calcul de l'espérance de vie décroît en Occident, questionnant notamment la qualité de la vie. En ce qui concerne l'éducation, depuis les années 90, le QI relevé chez les enfants affiche un taux légèrement en baisse. Baigné de chimie depuis la vie fœtale, biberonné aux écrans dès le plus jeune âge, naviguant dans les perturbateurs endocriniens et la nourriture industrielle, le petit occidental voit sa vie sursécurisée, désinfectée à tous les niveaux et, même récemment, le visage masqué pour tous efface même les émotions partagées. Paradoxalement, en parallèle, toute une génération d'enfants particulièrement éveillés et sensibles amène aussi de nouveaux questionnements. En ce début de siècle, c'est toute la famille elle-même qui évolue. Est-elle encore le lieu de refuge d'antan, auprès duquel on trouvait un soutien et des repères ? À quoi ressemble-t-elle à l'heure des PMA, du mariage pour tous et des familles recomposées ? À coup sûr, le concept même de famille s'approche de quelque chose de plus singulier que général et demande à se positionner autrement. D'ailleurs, un nouveau mot a fait son apparition, semblant réduire la famille à la parentalité. Comment trouver une place et gérer ses particularismes ? Quel élan pour des parents qui souhaitent aujourd'hui faire un enfant ? Que signifie la démarche d'accueillir une nouvelle âme au cœur d'une conscience élargie, dans ce qui ressemble de plus en plus à une société dans la tempête ? Nouveauté des liens
et individualisme. Aujourd'hui, la famille a tendance à se modifier. Outre les séparations parentales qui sont en constante augmentation, l'apparition de nouveaux modèles familiaux autour du mariage pour tous, des PMA, des monoparents, la société contemporaine a tendance à isoler les membres de la famille. Le bébé, souvent placé en crèche dès l'âge de 2 mois, récupéré par une baby-sitter, verra moins ses parents que d'autres adultes éducants. Les adolescents, accros aux écrans et aux réseaux sociaux, s'éloignent physiquement. De l'autre côté, peu souhaitent vivre avec leurs parents arrivés au 3e âge et les maisons de retraite prennent en charge des personnes de plus en plus seules. À force de soutenir les individualités, on en arrive à l'individualisme et la question du sens de la famille se pose. Pour le psychiatre Christophe Massin, auteur de « Vous qui donnez la vie », le noyau familial connaît une instabilité croissante par rapport aux figures parentales. Un enfant peut commencer sa vie avec des parents et poursuivre avec d'autres. Ainsi, le facteur de stabilité va être la force des liens affectifs persistants au-delà des changements. Le défi des nouveaux parents avec les familles recomposées, c'est que, malgré tous les bouleversements, il faut recréer un lien qui était implicite autrefois. D'un autre côté, l'enfant a aujourd'hui plus de droits. Son corps est beaucoup plus respecté, par exemple. Les adultes, davantage sensibilisés à ses besoins qu'avant. Mais il y a aussi un risque que l'enfant soit objetisé, explique Christophe Massin. Aujourd'hui, on a moins d'enfants, donc on veut un enfant idéal, spécial, remarquable. Avoir la mission de renvoyer une image valorisante pour les parents peut lui mettre trop de pression. L'enfant est-il respecté ou bien est-il un objet d'appropriation pour satisfaire le narcissisme des parents ? S'interroge le médecin. Ce dernier souligne aussi un point important. Ces enfants sont plus matures sur certains points. Ils ont une conscience développée d'eux-mêmes et de leurs besoins ou une capacité à s'exprimer, évoluer. Mais sur d'autres points, ils semblent faire preuve d'une plus grande immaturité, comme d'être en mesure de s'appuyer sur eux-mêmes ou de respecter les autres. Beaucoup sont surprotégés, très maternés, et dans l'attente de recevoir, plutôt que d'imaginer comment ils peuvent s'adapter et contribuer. J'ai des témoignages d'enseignants qui disent que les enfants affirment leur singularité beaucoup mieux qu'avant, ou ont des capacités développées au niveau intelligence, mais qu'à côté de ça, il faut constamment faire de la discipline, car ils ont de la difficulté à se tenir à une consigne, à s'adapter, à tenir compte des autres. Sur toute cette dernière dimension, beaucoup d'enfants sont immatures, revendicatifs, n'hésitant pas à se rebeller si ça ne se passe pas comme ils veulent ou sont frustrés, déplore Christophe Massin. Selon le psychiatre, c'est la contrepartie d'un processus d'individuation précoce, sans équilibrage avec les devoirs de l'enfant envers les autres, envers les adultes ou la société. Permettre à un enfant de grandir, c'est aussi lui transmettre le respect de l'autre et les limites. Et cela commence dans sa propre famille. Or, c'est aussi ici que commence la conscience de l'autre, de la terre, et le désir de faire évoluer les choses, ce qui est au cœur de nos préoccupations. Alors, une conception en conscience. Face à tous ces questionnements, quelle peut être l'envie de faire un enfant aujourd'hui ? Elle est multiple, bien entendu, et relève d'un choix personnel. Et quelle conscience pouvons-nous avoir de l'accueil d'une nouvelle âme ? Sophie Gage-Mettet est thérapeute et channel. Elle a accompagné de nombreuses femmes enceintes et jeunes parents. Elle transmet. Avoir un enfant, c'est une réponse à un appel de l'âme, à la fois des parents et de l'enfant. Il n'y a pas de hasard au fait d'accueillir une âme plutôt qu'une autre. L'âme de l'enfant choisit ses parents de manière vibratoire, mais aussi par rapport au karma. Et on se réincarne dans le même groupe d'âmes. Parce qu'il y a une forte relation d'amour que l'on veut poursuivre, ou parce qu'il a pu y avoir des conflits qui ont besoin d'être pacifiés. Dans tous les cas, il y aurait des relations d'âmes fortes qui existent déjà entre parents et enfants. Dès la grossesse, l'âme qui arrive provoque des mutations très profondes chez les parents. Une femme fait soudain face à de nombreuses peurs qui remontent de son enfance et elle a l'occasion de les travailler. Un homme peut également rencontrer des blessures remontant à l'enfance et qui vont être exacerbées au moment de devenir père à son tour. Car être parent, c'est l'occasion de soigner notre enfant intérieur, explique Sophie Gage-Mettet. Cette somme de toutes nos expériences vécues dans l'enfance qui comportent des blessures et qui vont induire des comportements de compensation. En effet, ces parties de nous sont très exigeantes et veulent des récompenses immédiates, provoquant des compulsions alimentaires, drogue ou des impulsions, colère, jalousie. En quoi le processus de parentalité est-il une aide ? Parce qu'offrir quelque chose à quelqu'un inconditionnellement, c'est se l'offrir aussi à soi-même. Le fait de prendre soin d'un enfant, sans être dans une attente, une dépendance ou un attachement, en lui donnant simplement le meilleur de nous-mêmes, c'est aussi une façon de le donner à notre propre enfant intérieur.
à condition de ne pas le vivre de façon artificielle, s'enthousiasme Sophie Gage-Mettet. En contactant cet espace d'amour en nous et en le donnant à notre enfant en conscience, nous pouvons aussi l'accueillir comme un don à nous-mêmes. Enfin, pendant la grossesse, la sensibilité est accrue et la future maman peut avoir des perceptions, une hypersensibilité. Et si elle est ouverte et pas trop stressée, elle va pouvoir percevoir quelque chose de transcendantal. Ainsi, à l'écoute, certaines femmes peuvent avoir des perceptions de communication, des rêves, un contact avec l'âme de leur bébé. Elvire se souvient, à 2 mois et demi de grossesse, j'ai reçu comme un message jaillissant que je portais un garçon, comme si ce message, c'était mon bébé qui me le donnait, par le canal de mon intuition. De la même façon, mon bébé m'a toujours fait savoir qu'il se portait bien. Découvrir l'amour inconditionnel et dépasser l'ego. Le fait d'être enceinte nous amène à nous décentrer de notre petit moi pour nous ouvrir à quelque chose de plus vaste que nos intérêts égoïstes, ce que l'on retrouve dans toutes les voies spirituelles. C'est un témoignage récurrent de beaucoup de parents qu'avoir un enfant nous porte au-delà de notre propre ego. C'est une des expériences majeures qui peuvent nous être données pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel. Je me souviens très bien d'une de mes clientes qui était en recherche spirituelle pendant des années et qui m'a confié « C'est quand j'ai eu mon enfant que je me suis dit « Ah, c'est ça, l'amour inconditionnel. Cela transcende et peut concerner toutes les femmes, qu'elles soient ou non sur un chemin spirituel », raconte Sophie Gage-Mettet. Et qu'en est-il des papas ? L'expérience est peut-être moins évidente parce qu'ils n'ont pas le même vécu physique et n'ont pas forcément la même ouverture au départ, mais la thérapeute en est certaine. La même invitation leur est présentée de dépasser leur propre confort individualiste pour se mettre au service de quelqu'un d'autre de manière inconditionnelle. D'ailleurs, pendant la grossesse, le rôle du père est un rôle de soutien physique et affectif. C'est là aussi une invitation à s'ouvrir à plus d'amour. Être parent est une invitation parfois brutale à un dépassement de l'ego, car se mettre au service d'un enfant demande beaucoup, à la fois physiquement et psychologiquement. Le petit va remettre en question nos conditionnements, nos limites. Les enfants ont un instinct très fort pour mettre le doigt et appuyer sur les blessures émotionnelles des parents. Et si ces derniers acceptent de regarder, de s'ouvrir, les enfants peuvent, sans le vouloir, aider les parents à cheminer, si ceux-ci relèvent le défi, rappelle le docteur Christophe Massin. L'enfant peut être une motivation plus grande pour dépasser notre tendance égoïste, car plus nous résistons, plus cela sera éprouvant. Enfin, le psychiatre souligne que le petit enfant peut créer une ouverture spirituelle chez ses parents. Très tôt, le nourrisson a un impact très fort de par la pureté, l'innocence qui émane de lui. La dimension spirituelle lui est complètement naturelle, comme une vérité de l'être humain et une authenticité qui touche. Si les parents sont réceptifs, cela peut les nourrir sur le plan spirituel. Jusqu'à 7 ans, l'enfant est naturellement proche des valeurs naturelles de la vie, comme une spiritualité spontanée. Il est capable de s'émerveiller, de voir l'infini, la beauté dans toutes les petites choses et d'être éminemment sensible à l'amour inconditionnel, conclut le psychiatre. Une époque vraiment particulière. Si nous portons notre regard encore plus loin, après les appels de notre âme, les désirs d'évolution et de découvrir peut-être l'amour inconditionnel sous une forme particulièrement intense, il est une autre motivation qui peut nous être soufflée à l'oreille. Sophie Gage-Mettet, en tant que channel, reçoit des messages de ses guides de lumière lorsqu'elle se connecte pour ses clients. Elle témoigne de quelque chose de singulier. Actuellement, mes guides me disent que les âmes font littéralement la queue pour s'incarner, parce que nous sommes dans une période d'accélération sans précédent de l'histoire de l'humanité, où il y a des opportunités d'évolution intérieure au-delà de ce qu'on n'a jamais pu connaître. Il est possible d'évoluer en une seule vie, comme en 10 à 15 vies précédemment. Donc les âmes se bousculent pour bénéficier de cette possibilité d'évolution, mais aussi parce qu'elles souhaitent contribuer à ce nouveau monde, contribuer à planter des fondations plus justes, plus respectueuses de l'humanité dans les différents domaines. Plusieurs médiums et channels rapportent le même témoignage. Nous serions à une période très particulière de l'humanité où nous sommes très bousculés, face à des enjeux qui semblent nouveaux et immenses. Les ombres collectives et individuelles ressortent et le niveau de conscience s'élèverait, même si parfois nous avons le sentiment que tout périclite. Il y a un effet de polarisation qui augmente les extrêmes. L'entrée dans ce que certains nomment l'ère du Verseau ne se fait pas sans douleur, comme un accouchement d'une nouvelle humanité. À nous de voir comment nous souhaitons y participer.
Grandir en mouvement. Grimper, rouler, sauter, ramper, bondir. L'enfant utilise son corps pour s'exprimer, grandir, apprendre et explorer le monde qui l'entoure. De plus en plus d'outils et d'approches pédagogiques lui ouvrent cet espace de liberté qui le relie à sa joie fondamentale. Par Angélique Garcia. Quand l'enfant ferme les yeux, il disparaît. Et une partie de son corps qui n'est pas mobilisée lui reste inconnue. Le mouvement n'est pas important, il est indispensable, c'est la vie. Rappelons-nous le fléau des pouponnières en Roumanie, remarque Michel Desrues, pédiatre à la retraite, professeur de yoga enfants et adultes et formatrice. Dans ces véritables orphelinats de la terreur, des milliers d'enfants vivaient dans des conditions catastrophiques sous le régime de Ceausescu dans les années 80. Entre autres traitements inhumains, ces enfants ne bougeaient pas et manquaient de contact humain. Nombre d'entre eux ont développé de graves troubles mentaux. Le mouvement favorise la communication entre le corps et les fonctions cognitives. C'est par lui que les enfants sont vivants, grandissent, apprennent à lire, à écrire, à compter. Tous les enfants adorent se sentir puissants à travers les activités motrices et surtout les découvertes et progrès qui en découlent. Plus ils sentent leur corps répondre et leur faire connaître leurs capacités, plus ils se sentent confiants, ouverts et reliés aux autres, à la nature. Avec notre mode de vie civilisé qui n'encourage pas toujours ni ne stimule leur liberté de mouvement, on peut observer chez eux des difficultés émotionnelles, des troubles de la concentration et de l'apprentissage. L'enfant apprend d'abord par l'action. L'homme est un être psychomoteur. Chacun de ses actes témoigne de la manifestation conjointe de ses fonctions intellectuelles, affectives et motrices. Chez l'enfant, on parle de développement psychomoteur qui comprend la motricité, la prise de conscience de soi et de son corps, de son environnement spatio-temporel et des possibilités de s'y adapter. L'adulte est là pour l'accompagner dans l'acquisition de son schéma psychocorporel, qui peut se faire d'une multitude de manières, lesquelles sont indissociables du mouvement. L'enfant apprend d'abord par l'action et le mouvement, avec une personne qu'il aime bien, c'est-à-dire dans une relation affective et émotionnelle. Ensuite viendra l'intellect, expose la professeure de yoga, qui était membre d'un groupe de recherche sur le yoga et l'enfant, au sein du RYE, Recherche sur le yoga dans l'éducation. Avec les enfants, on est plus dans une approche du yoga que dans du yoga pur. On l'accompagne dans le développement de son schéma psychocorporel avec une mise en mouvement dynamique et ludique du corps, une approche de la respiration par une prise de conscience du souffle, une sensibilisation aux 5 sens. Tout ce qui va favoriser la mise en route de ses capacités corporelles est bon. Le jeu est par exemple un moyen d'investir leur corps. C'est le b.a.-ba de l'apprentissage, ajoute-t-elle. Et si on se berçait ? Quel que soit son âge, l'enfant est dans le mouvement permanent. C'est un besoin physiologique. Mais parfois, ce mouvement a besoin d'être régulé. Cela peut être un réflexe archaïque qui l'embête, souligne Jessica Collin-Rousselin, ostéopathe et kinésiologue, utilisant l'approche d'intégration des réflexes archaïques. Réflexes de Moro, de succion, de nage, de préhension. Les réflexes archaïques sont des programmes moteurs essentiels à notre survie et participent à la maturation du cerveau, à l'intégration sensorielle et posturale et à la vie émotionnelle du bébé, adulte en devenir. Ils apparaissent in utero ou dans ses premiers mois de vie, se développent, puis au fur et à mesure que le système nerveux devient mature, ces réflexes sont censés disparaître progressivement, entre 0 et 2 ans, et laisser place aux mouvements volontaires et complexes. S'ils persistent ou sont mal intégrés, ils peuvent causer un stress corporel, ainsi que des parasitages qui perturbent les apprentissages. Pour Sally Goddard-Blitt, l'auteur des populaires Le Grand Livre des réflexes et Prêt à apprendre avec les réflexes, la plupart des problèmes scolaires sont associés à une immaturité neuromotrice qui a pour origine la présence de réflexes archaïques et posturaux non intégrés. Des techniques corporelles et mouvements rythmiques, comme le bercement, peuvent aider à l'intégration de ces réflexes. Grâce à leur action sur le tronc cérébral, les bercements ont un impact sur les émotions, les apprentissages, la vision, le langage, la posture, le sommeil, souligne Jessica Collin-Rousselin, qui a créé des ateliers de bercement via la Fédération pour une éducation bienveillante. Le premier réflexe pour apaiser un bébé est de le bercer dans les bras, mais il y a d'autres manières simples. Le portage en écharpe, très pratiqué en Afrique, le hamac, les balançoires aussi. Et il existe aussi des exercices accessibles et des jeux pour se bercer entre parents et enfants et échanger les rôles, car il n'y a pas d'âge pour se bercer, précise-t-elle. De manière générale, les bercements favorisent la relation, aident à apaiser l'hypersensibilité, les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Il stimule, équilibre, régule les systèmes corporels, cérébral et neurologiques et apporte calme et détente en libérant de l'ocytocine et de la relaxine, à consommer sans modération. Fleurir avec le mouvement libre. À l'âge de 5 ans, la professeure du mouvement libre Anne-Héna Bernard a vécu un traumatisme grave qui l'a énormément dévalorisée et la danse l'a toujours accompagnée. J'ai grandi avec la danse. Elle m'a donné la joie de vivre, d'être sur terre et d'avoir un corps. Je me sentais profondément aimé par l'univers, comme si la vie me disait « Tu es magnifique, on t'aime, on t'enveloppe ». Entre 7 et 14 ans, Anne-Héna a renforcé son lien au mouvement dans des cours de danse rythmique au Maroc où elle vivait à l'époque. On apprenait la roue, l'équilibre sur les mains, le pont. Beaucoup d'acrobatie avec une sollicitation du corps assez intense, mais toujours ludique, se souvient-elle. C'est là que j'ai vécu mes premières expériences mystiques reliées au fait d'habiter mon corps, de revenir dans les sensations de mon corps. Formée ensuite au yoga, à la movement medicine ou danse médecine, ainsi qu'au mouvement libre, elle enseigne aujourd'hui à son tour au sein de l'école des 9 souffles, dans les Pyrénées-Atlantiques, créée avec son mari, auteur du livre « Le corps au cœur de l'homme ». C'est à Yvonne Berge, grande pédagogue de la danse, elle-même élève de la danseuse américaine Isadora Duncan, qu'elle doit les outils spécifiques qu'elle a utilisés en milieu scolaire et aujourd'hui dans des ateliers parents-enfants. Les oiseaux, le petit sac de sable, la brique en bois, ces outils pédagogiques du mouvement libre s'appuient sur le réveil des 5 coordinations naturelles instinctives du corps humain en observant le développement de l'enfant. Grimper, sauter, courir, rouler, ramper, nager sont les bases du mouvement humain qui vont lui permettre d'être autonome dans la nature, de se protéger, d'élaborer son rapport au monde et à lui-même. Par exemple, l'enfant a un rebond en lui. C'est une coordination instinctive fondamentale dont dépend notre vitalité, notre joie de vivre et notre capacité à rebondir et à être créatif. Il est important de la stimuler. Ces coordinations s'endorment avec l'école, le fait de devoir être sage, de ne pas avoir le droit de ramper au sol. Les adolescents aussi ont une grande énergie, notamment sexuelle. Ils ne savent pas toujours la mobiliser. Selon elle, ils ont besoin de l'utiliser, non pas d'une manière sexuelle ou agressive, mais au service de leur épanouissement, de leur fleurissement. Cela passe par des retrouvailles avec l'innocence du mouvement, du contact, de la chaleur. Dans un contexte de crise sanitaire où la liberté de mouvement est restreinte, le contact culpabilisé, voire interdit, les outils du corps sont la base pour pouvoir ramener aux enfants une forme de sécurité intérieure qui leur permet d'être confiants, d'avoir des racines, de se sentir forts, conclut Anne-Héna Bernard. Le mouvement et, d'une manière générale, le changement induit par celui-ci prépare les enfants à s'adapter, à passer les obstacles plus facilement. Dans notre monde, c'est vital de leur redonner la sensation de confiance et de joie à progresser avec leur corps, à en être maître. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.